tous, bonjour et bienvenue. Alors ça y est, c'est l'été et nous allons profiter de tous les bienfaits qui vont avec, chaleur, soleil et baignade bien entendu pour se rafraîchir. Tout au long de cette émission, nous allons vous donner des conseils pratiques et utiles pour vivre vos vacances pleinement, vivre un bon été en toute sécurité. C'est le thème de notre émission et c'est en compagnie d'Abdon Goudjon. Bonjour Abdon. Bonjour Aïssa, alors comment va la santé? Ça va plutôt bien. Alors Abdon, c'est la grande période de relâchement, mais l'été aussi, un seul mot d'ordre, vigilance. Vigilance, mais aussi plaisir. Plaisir de l'été, plaisir du soleil, plaisir des baignades, plaisir des barbecues éventuellement, mais dans le même temps, quelles précautions prendre pour ne pas risquer d'avoir des vacances gâchées? Oui, justement, puisqu'on compte, Abdon, en France, encore trop d'accidents qui surviennent l'été, des accidents qui pourraient être évités. Absolument, voilà pourquoi donc on va passer cette émission à évoquer ces problèmes, tout en pensant aussi que les vacances doivent rester un point de plaisir important pour toutes les familles. Eh bien, allons-y avec notre invité qui est Christophe Talmier de la Croix-Rouge française. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Christophe Talmier. Alors, nous allons d'abord commencer avec la série de questions, première série de questions, et on se retrouve juste après en plateau. Alors cet été, je reste chez moi avec les enfants. J'habite en appartement et j'aimerais savoir comment faire en cas de canicule lorsqu'il fait trop chaud à la maison. Alors j'ai une copine qui est enceinte actuellement, qui va bientôt accoucher. Et vu qu'il fait très très chaud, je vais savoir qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire par rapport à la chaleur. J'ai l'habitude de beaucoup m'entraîner durant l'été et j'aimerais savoir quelles sont les précautions à prendre en cas de forte chaleur. Alors, quelle est d'abord, Christophe Talmier et Abdon, la différence entre forte chaleur et canicule? Ah là, je vais laisser le son aux spécialistes de répondre. Christophe, allez-y, je vous en prie. La canicule, c'est une période de forte chaleur sur plusieurs jours, mais qui se caractérise par le jour et la nuit. C'est-à-dire que la baisse de température est moins importante entre le jour et la nuit, ce qui fait que l'effet chaleur est permanent. C'est sur 2-3 jours, quand vous avez une température élevée la journée, mais aussi la nuit, on peut dire qu'on commence à être en période de canicule. Cela veut dire qu'en pratique, le corps a du mal à se reposer, car la chaleur est trop élevée, et donc un corps qui ne se repose pas s'épuise, se fatigue, avec peut-être des conséquences pas très heureuses. Alors justement, quelles sont les conséquences des coups de chaleur, des coups de chaud sur le corps, Christophe Talmier? Alors attention, le coup de chaleur, l'image d'Épinal, c'est qu'on pense que le soleil ou que la chaleur intense peut effectivement provoquer un coup de chaleur. Le coup de chaleur, ça s'appelle en termes scientifiques l'hyperthermie maligne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps va surchauffer, pour des raisons diverses et variées. Ça peut être dû au stress, dans une pièce où il y a énormément de monde, mais ça peut être effectivement dû aussi à la canicule. Donc à un moment donné, il y a la régulation thermique du corps qui se fait normalement par la transpiration, une échelle de température à 37 degrés, ne se fait plus. C'est le principe de, excusez-moi l'expression, de la chaudière, c'est que le corps va s'auto-alimenter en chaleur, et là c'est un circuit, ça surchauffe, c'est un circuit assez grave, parce que ça a des conséquences pathologiques importantes, en tout cas sur le corps, et ça doit être traité comme une urgence. Donc après, les signes du coup de chaleur, ils sont effectivement une température élevée, un dysfonctionnement neurologique qui est une appréciation différente des choses, c'est-à-dire que la personne n'est pas comme d'habitude, elle peut délirer, et aller jusqu'à une phase d'inconscience, voire de coma. Et là, c'est le côté dangereux d'un coup de chaleur qui n'est pas pris en charge de manière opportune très tôt. Alors, est-ce que les coups de chaleur ont les mêmes effets sur les enfants, les bébés, les adultes et les personnes âgées? Le coup de chaleur, il est effectivement plus important sur les personnes qui sont plus fragiles. C'est-à-dire que les enfants et les seniors ont une fragilité plus ouverte à tout ce qui peut être externe. Donc le coup de chaleur, effectivement, aura une incidence plus importante sur les seniors et sur les enfants. Mais c'est vrai que c'est important de le détecter assez rapidement et d'agir assez rapidement. C'est des gestes simples, en tout cas qui demandera de toute façon un contact médical, voire une hospitalisation. Alors justement, comment éviter d'en arriver là? Quelles sont les attitudes à adopter pour éviter des coups de chaleur? Le coup de chaleur, alors, il y a deux phénomèmes. Il touche aussi beaucoup les sportifs.
On en parlera peut-être après. Là, c'est intéressant. Allez-y. Beaucoup les sportifs, les gens qui ont l'habitude de s'entraîner, mais pas s'entraîner correctement, c'est-à-dire que l'hydratation est importante. Quand on est un sportif, même un sportif amateur, il faut connaître ses limites. Il ne faut pas aller au-delà de ses limites. Et puis, faire attention à la météo, c'est important aussi. Donc, si on aime courir et avoir des activités de plein air, il faut en profiter pendant les périodes où la température est la moins élevée. Très tôt ou tard le soir, accompagné, parce que de toute façon, on peut arriver au-delà du coup de chaleur, on peut arriver aussi d'autres pathologies différentes. Mais l'important, c'est l'hydratation, manger. C'est-à-dire, il est important de courir avec l'estomac plein, de boire, d'avoir sur soi en courant, enfin si on court, il y a d'autres activités sportives, d'avoir de quoi s'hydrater régulièrement, même quand on n'a pas soif. Ça, c'est l'astuce. Quand on a la sensation de soif, c'est trop tard. Voilà. D'accord. Boire avant d'avoir soif. Donc écouter son corps, bien écouter son corps. Tout à fait. Et puis ne pas forcer. Quand il fait chaud, il faut avoir un entraînement, j'allais dire, simple, sans vouloir faire des performances. Le corps, c'est important de l'entretenir, mais c'est aussi de le conserver le plus longtemps possible. Donc à un moment donné, quand on force, au-delà de ce qu'on est capable de faire, on rentre dans un circuit qui peut provoquer effectivement le coup de chaleur, a fortiori si on n'est pas hydraté. Et en état de grossesse, comment ça se passe? Peut-être qu'on est aussi plus sensible à ces coups de chaud? La grossesse déjà crée un bouleversement métabolique. Et donc vous savez très très bien. Oui. Et bon, à partir de là, il y a déjà une chaleur produite par nos propres hormones quand on est enceinte. Et si en plus il y a une chaleur externe trop forte, là encore se pose un problème donc de régulation de la chaleur. Donc première chose, se mettre plutôt au repos à la maison, dans un point de fraîcheur, avoir de quoi s'hydrater aussi de manière régulière, toujours avant d'avoir soif, élément très important. Aller, quitte à sortir, avoir du temps pour aller dans un lieu de fraîcheur, pour ne pas devoir être en surchauffe également portant un bébé. Voilà pourquoi on demande aux femmes enceintes de ne pas sortir aux heures, entre 12h et 16h pour aller faire des courses. Peut-on les décaler si on doit faire des courses après 16h, car la chaleur est déjà beaucoup moins forte à l'extérieur. Très bien, messieurs. Alors nous passons à présent à la deuxième série de questions. C'est parti. Est-ce que parce que je suis noire, ma peau est moins sensible au soleil? J'aimerais poser une question. C'est par rapport à savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire ou ce qu'on ne pouvait pas faire quand on fait des barbecues. Puisque moi et des amis, on fait souvent des barbecues en été vu qu'il fait beau et qu'on aime bien être dehors en fait. Alors, tout d'abord, Abdon, est-ce que les peaux noires sont moins sensibles au soleil? Elles sont aussi sensibles que les autres soleils. Simplement, elles sont ce qu'on appelle d'un morphotype différent et d'un phototype différent. Mais à part ça, on fait des coups de soleil. J'ai eu des coups de soleil, donc on peut faire des coups de soleil. Alors, il est important aussi, messieurs, de protéger ses yeux du soleil. Pourquoi? L'œil c'est aussi fragile, enfin plus fragile que la peau, puisque c'est quand même l'organe de la vision. Donc l'œil, comme tout le reste, est sensible au soleil. Donc il est important, en particulier, de protéger sa vue en mettant des lunettes de soleil au maximum et en mettant des bonnes lunettes de soleil. Alors c'est quoi des bonnes lunettes de soleil? C'est des lunettes de soleil qui sont efficaces contre les UV du soleil et qui sont conseillés par des spécialistes. Parce qu'on peut acheter des tas de lunettes de soleil à différents endroits, mais elles n'ont pas forcément la protection nécessaire. Donc il est important d'être bien conseillé. Ce n'est pas forcément des lunettes de marque, c'est pas ce que je veux dire. C'est les lunettes dont la matière est suffisamment protectrice contre le soleil. Alors, faites confiance à votre opticien, qui vous dira donc quelles sont les lunettes de soleil, pas les plus coûteuses, mais les plus efficaces. Alors comment on se protège du soleil? Comment on se protège en tant qu'adulte? Comment on protège les enfants? Et comment on protège les bébés aussi? Parce qu'il faut penser à eux. Mais les bébés, la première chose, un bébé n'a rien à faire à devoir bronzer au soleil. Un bébé, on le met à l'ombre, on l'habille de manière confortable, un chapeau, de l'eau sur le corps pour pouvoir donc l'humidifier régulièrement, lui donner donc de l'eau à boire, car l'enfant peut ne pas demander parce qu'il n'a pas forcément soif immédiatement. Et quand il a soif, c'est déjà un peu tard. Donc on protège les enfants et ensuite on fait en sorte qu'ils vivent très bien le soleil en le regardant et en vivant avec ses frères et sœurs, s'il a des frères et sœurs. Alors, lorsque l'on utilise des crèmes éclaircissantes et des médicaments, quelle attitude adopter sous le soleil? Mais c'est que les crèmes éclaircissantes déjà abîment la peau. Puisqu'elles abîment la peau, forcément au soleil,
et donc la barrière de protection qui était naturelle n'existe quasiment plus. Et à partir de là, le soleil est beaucoup plus agressif sur une peau qui a été éclaircie. Ce n'est pas très judicieux. Donc, protection avec un écran total de meilleur indice possible. Alors justement, la crème solaire, à quel moment on doit la mettre? Combien de temps on doit en remettre? Dites-nous un petit peu plus, Christophe Tallier. La crème solaire, elle se met avant. Elle se met avant d'aller bronzer, si on va bronzer. Et elle doit se faire régulièrement. La crème a une protection limitée. Donc il faut régulièrement en mettre, en particulier chez les enfants, chez les seniors. Et les bébés, on peut en mettre il y a des crèmes spécifiques pour les bébés, mais les bébés n'ont rien à faire au soleil. En tout cas, c'est une chose qu'il faut retenir. Le bébé n'a rien à faire au soleil. Je parle de manière... C'est extrêmement important. Beaucoup de mamans mettent leur bébé au soleil pour leur donner un teint plus allé. Non, on le laisse à l'ombre, et à l'ombre, on peut bronzer. À l'ombre, on peut bronzer. Alors, il y a également une question sur les brûlures barbecue. Alors, comment réagir en cas de brûlure? Alors la brûlure barbecue, c'est une brûlure typique qui atteint de la peau, et ça peut devenir une brûlure grave. C'est-à-dire que la différence entre brûlure simple et brûlure grave, c'est la surface. Plus la surface est importante, plus la brûlure est grave et elle demande un traitement particulier. Donc d'abord, c'est de la prévention. Le barbecue, on le met dans un espace le plus large possible, c'est-à-dire il n'y a rien autour. J'ai du matériel pour pouvoir éteindre si jamais il y avait des flammes qui sortaient du barbecue. Oui. Et si jamais je me brûle, la réaction la première, c'est arroser. C'est arroser avec de l'eau tempérée, c'est-à-dire l'eau qu'on a au robinet, tout simplement, sur la brûlure, avec un temps limité. Chez un adulte, c'est maximum, on va dire, entre 5 et 10 minutes maximum. Chez un enfant, c'est encore plus court, parce qu'il y a un risque d'hypothermie, mais c'est arroser. Et après, en fonction de l'état de la brûlure, quand on va regarder, c'est prendre un avis médical, voir... aller aux urgences, téléphoner aux urgences pour avoir le conseil. Alors, il y a un autre élément à rajouter. Oui, les enfants n'ont rien à faire à côté d'un barbecue. Car souvent, ils s'approchent par leur curiosité et leurs mains vont toucher cet appareil, d'où le risque de blessure ou de brûlure qui peut survenir autour d'un barbecue pour les enfants. En tout cas, n'hésitez pas à retrouver toutes les informations sur le site internet de la Croix-Rouge, www.croix-rouge.fr. Alors, Salah Eddine Gakou est allé enquêter par un jour de gros beau temps à Paris, de grand beau temps à Paris, pardon. On regarde les images. L'été est synonyme de beau temps, de vacances, de soleil, et les sportifs ne sont pas en reste. Certains aiment se dépenser en jouant au basket, d'autres en faisant des exercices en plein air. C'est le cas de Youssouf, coach de YouComes Training, qui admet que ces exercices en pleine chaleur sont compliqués. Oui, c'est pas facile en fait, c'est plus compliqué que d'habitude, parce que là il fait chaud, donc il y a moins d'air, il fait chaud, donc difficulté à respirer. Ça demande 2 fois plus d'efforts personnels. Donc ouais, c'est pas facile, mais c'est bon. C'est de la bonne souffrance, tu vois. En été, il n'y a pas que les sportifs qui ont besoin de prendre des précautions. Le soleil est aussi un risque, même pour les peaux noires. Alors je bois beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre, mais moi j'en bois beaucoup plus parce que j'aime beaucoup boire de l'eau. Et de 2, je mets la crème solaire parce que beaucoup pensent que les noirs ont une mélanine et donc du coup on a la peau qui est déjà protégée contre le soleil. Mais non, il faut quand même la protéger en plus. Il y a quand même des risques qui sont moins élevés que les peaux blanches ou autres. Et il faut quand même mettre de la crème solaire. Et en plus de cela, je mets les chapeaux, parfois ça m'arrive aussi. L'été, c'est aussi l'occasion de se retrouver pour des après-midi barbecue. Il y a là aussi des précautions à prendre pour éviter de se brûler en préparant ses merguez. Mais parmi les plus gros risques de l'été figurent les noyades. Elles sont responsables de près de 500 décès accidentels chaque été. Je sais nager depuis que je suis petit. Ça veut rien dire. Moi j'ai un ami, il savait nager, il s'est très bien noyé. Il était à la plage avec sa famille, on n'a même pas compris comment il s'est noyé. Savoir nager n'empêche pas forcément de se noyer. Thomas a pris des cours de natation très jeune et reste vigilant quand des plus jeunes s'approchent de l'eau. Si par exemple il y a une personne que je connais, elle ne sait pas nager, on va plus faire attention à elle, on sera à côté d'elle, dans l'eau on va l'accompagner. On ne pourra jamais la laisser toute seule dans l'eau par exemple. Vu que j'étais le plus petit, ma maman elle avait un peu peur. Parce que des fois avec des sœurs, vu qu'elles étaient plus avec leurs amis et tout, des fois elles pouvaient oublier de me surveiller. Donc pour éviter qu'il y ait une catastrophe, ma maman m'a inscrit à des cours de natation et j'en prenais. Chaque été, une trentaine d'enfants de moins de 6 ans perdent la vie par noyade. Alors 500 décès accidentels en raison de noyades chaque année, c'est un chiffre considérable, Abdon.
Oui, absolument, c'est un chiffre considérable. Il faudrait là aussi donner des éléments simples en matière de prévention initiale. Oui. Première chose, aller dans un lieu de baignade qui est surveillé. Deuxièmement, ne pas laisser d'enfants tout seuls auprès d'un lieu de baignade, ou même encore plus à domicile, quand on a une petite bassine, quand un enfant peut se noyer très rapidement dans une bassine à la maison ou dans une piscine domestique. Lorsqu'il y a un tout petit peu d'eau? Très peu d'eau suffit. En 3 minutes, un enfant qui n'est pas surveillé peut, en plongeant la tête dans l'eau sans pouvoir se relever, peut bien sûr prendre le risque d'une noyade. Et le troisième point, quand on est jeune sportif, on se croit nettement supérieur parce qu'on a des capacités, mais attention, même si on a de bonnes capacités, ne pas aller nager tout seul, car une crampe peut arriver. Donc, par précaution, au moins ces 3 choses. Alors, Christophe Talmier, est-ce que apprendre à nager évite les noyades? Apprendre à nager, c'est diminuer l'effet de panique, en fait, parce qu'on se dit, j'ai la possibilité de nager sur l'eau et de rejoindre le rivage. Donc, c'est toute la différence entre peur et panique. J'ai peur d'une araignée, j'ai peur de l'ascenseur. La panique, je ne sais pas quoi faire, donc je fais des gestes inappropriés. Quand j'apprends à nager, j'ai cette vocation que l'eau est quelque chose de dangereux, mais je peux éventuellement m'en sortir. Voilà, c'est aussi ça qui est important. Mais c'est vrai que la prévention, c'est le plus important, et en particulier chez les enfants, surveiller, mais aussi bouée, brassard et autres, de façon à ce qu'ils puissent se maintenir. C'est fatigant de nager, hein. C'est une épreuve physique, c'est à un moment donné, donc au lieu les jeunes, et en plus avec le soleil fatigue le corps, donc les deux associés. Voilà, on peut arriver à des situations de fatigue ou tout simplement en se croyant performant, on peut avoir des difficultés dans l'eau, en particulier sur les bords de mer avec les courants importants. Alors quels sont les bons réflexes pour se baigner sans danger, Christophe Talmier? Se baigner dans des zones, je répète, surveillées, avec des maîtres nageurs, respecter les consignes qui sont sur la plage. Quand il y a un drapeau rouge, on ne se baigne pas. Quand il y a un drapeau orange, on ne se baigne pas non plus. C'est dans une zone bien délimitée, à plusieurs. Si on ne sait pas bien nager, mettre du matériel pour pouvoir nager correctement. Nager, c'est quelques instants. On ne nage pas pendant des heures, hein, sauf si on est un sportif émérite et qu'on le veut. Mais c'est le plaisir de nager, de se rafraîchir. Et quand on se sent fatigué ou qu'on a des difficultés, qu'on n'est pas bien, on sort de l'eau. De la même manière que quand je viens de passer 2 heures à me faire bronzer au soleil, je ne me jette pas à l'eau. Il y a un phénomène d'hydrocution qui est quand même important et qui est une cause majeure des noyades de l'été. Alors comment on réagit? Oui, Abdon? Et aussi quand on sort d'un bon repas. Souvent, après le bon repas arrosé, on a bien bu, on a bien mangé, on a bu du vin, et hop, après, on a un peu chaud, on veut se rafraîchir, on plonge dans une piscine. Là, il y a un risque de différentiel de température et d'avoir un risque d'hydrocution. Il faut attendre après quelques minutes, combien de temps? Ah non, il faut attendre que le temps de la digestion commence. D'accord. De 2 ou 3 heures, le temps que cela commence. Et après, on entre progressivement dans l'eau, par la partie basse, on submerge le corps progressivement avant d'y entrer. Alors comment on doit réagir en cas de noyade, Christophe Talmier? Alors si on est témoin d'une noyade, on est témoin d'une noyade, on n'est pas le noyé. Oui. Je rappelle que la noyade, c'est de l'eau qui est inhalée dans les poumons, hein. Tout le monde n'est pas inconscient quand on est noyé, hein. Mais c'est d'abord, est-ce que je suis capable d'aller les chercher? À plusieurs, c'est mieux. D'alerter les secours, c'est encore beaucoup mieux. Et de repérer l'endroit. D'aller vouloir chercher un noyé, c'est le risque d'être noyé soi-même, parce qu'on va servir de bouée. Donc une fois que la personne est sur la plage, il y a 3 choses à vérifier. Est-ce qu'elle parle? Si elle parle, c'est qu'elle respire. Elle a peut-être de l'eau dans les poumons, donc on va la mettre dans une position demi-assise, la couvrir en attendant que les secours arrivent. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Il n'y a pas besoin d'appuyer sur le ventre pour faire éjecter l'eau, hein. Si elle ne répond pas, on vérifie qu'elle respire. C'est une pratique simple qui s'apprend dans les gestes de premier secours. Donc si elle est inconsciente mais qu'elle respire, on va la mettre sur le côté, tout simplement. Et si elle ne respire pas, on masse. Alors maintenant, ça va se passer en images. On va regarder les gestes de premier secours en cas de noyade. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à porter secours à une personne victime de noyade. Sortez la victime de l'eau sans vous mettre en danger. En fonction de l'état de la victime, 2 situations sont à envisager. Premier cas de figure. La victime est consciente. Installez-la dans une position confortable. Couvrez-la et donnez-lui des vêtements secs. Appelez le service d'urgence, car dans tous les cas, la victime devra être examinée. Deuxième cas de figure, la victime ne réagit pas, elle est inconsciente. Allongez-la sur le dos.
Basculez sa tête vers l'arrière pour dégager les voies aériennes et analyser la respiration. Essayez d'entendre ou de sentir l'air sur votre joue ou de voir les mouvements respiratoires au niveau du torse. Faites alerter le service d'urgence. Adoptez les bons gestes en fonction de l'état de la victime. Si elle respire, installez-la sur le côté en position latérale de sécurité. Couvrez-la et surveillez-la jusqu'à l'arrivée des secours. Si elle ne respire pas, demandez à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur. En attendant, débutez une réanimation cardio-pulmonaire en alternant 30 compressions thoraciques avec 2 insufflations. Si vous ne savez pas faire de bouche à bouche, faites seulement des compressions en gardant un rythme de 2 par seconde. On vient de voir ces gestes de premier secours. Christophe Talmier, vous voulez peut-être les commenter? Non, c'est exactement ce qui a été montré sur cette vidéo, c'est-à-dire les gestes à faire. On a pu savoir que quelqu'un qui sont partis chercher le noyé à 2, c'est important, de la mettre sur la plage et immédiatement il y a ce qu'on appelle chez nous un bilan, c'est-à-dire ce qu'il parle pas, il respire pas. Et en fonction de ce qu'on a vu, il y a des gestes à adapter qui s'apprennent, ils sont simples. Vous avez vu, c'est archi simple. La meilleure chance de survie de la victime, c'est le témoin qui est là. Donc c'est un apprentissage vraiment simple. C'est le cas également pour les enfants et les nourrissons. Est-ce qu'il y a d'autres dispositions supplémentaires à prendre? Pour les enfants, c'est exactement la même pratique. C'est-à-dire qu'on va faire procéder de la même manière. Il parle pas, il respire pas. La différence qu'on peut faire entre les enfants et les nourrissons, c'est là qu'on a constaté que le sauveteur commence directement par le massage cardiaque, puis ensuite le bouche à bouche. Chez l'enfant, chez le nourrisson, ce qui est intéressant, c'est de commencer par le bouche à bouche. Si on sait le faire. La priorité, c'est toujours le massage sur quelqu'un qui ne respire pas. Mais si on sait le faire, on va souffler 5 fois dans la bouche de l'enfant ou dans la bouche du bébé, en prenant la précaution de mettre la tête en arrière, autrement l'air ne passe pas, parce que ce simple geste peut permettre parfois de relancer la dynamique respiratoire et cardio-respiratoire. Et après, si ça ne se passe pas, on va masser. Alors voilà, en tout cas, c'est la même chose. Après, le massage chez l'adulte, on l'a vu que le monsieur appuie avec 2 mains. Chez l'enfant, ça sera une seule main, parce que le corps est plus petit et moins fort. Et chez le bébé, on va prendre ses 2 doigts au milieu de la poitrine, au même endroit, et on va enfoncer plus doucement, mais plus rapidement, parce que le cœur de l'enfant bat plus rapidement. D'où la raison de bien les surveiller lorsque l'on est... Il faut toujours bien les surveiller et ensuite savoir alerter. Car on peut ne pas être compétent, mais si on alerte bien les services, ils viendront. Et ensuite, savoir faire les gestes minimums. Car quand on commence un geste de réanimation au moins légère, on préserve la vie de l'enfant ou la vie de l'adulte ou la vie de la personne âgée. Savoir le faire. Alors, les gestes qui sauvent, c'est justement le sujet de la caravane d'été de la Croix-Rouge qui passe peut-être près de chez nous pour apprendre les gestes qui sauvent. En quelques mots, vous pouvez Alors la caravane d'été, c'est un projet que j'ai mis en place il y a 14 ans. C'est sa 16e édition, par contre, dans laquelle on va de ville en ville sur 10 à 13 étapes, dans laquelle on s'arrête 2 jours et on propose à la population gratuitement de venir s'initier aux gestes qui sauvent, adaptés au public. On a une pédagogie adaptée aux enfants, aux adultes, voire aux seniors. Alors à présent, nous allons revenir sur tout ce que nous devons retenir pour vivre un bon été en toute sécurité. Alors c'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses tout au long de cette émission. Alors qu'est-ce qu'on doit absolument retenir, Abdon Goudjo, d'abord sur la chaleur et la canicule? En matière de chaleur, la première chose, c'est de se mettre à l'ombre. Première étape. Deuxième chose, pouvoir s'humidifier le corps régulièrement, boire de l'eau en petite quantité, mais bien manger également, sans être trop alourdi par des boissons alcoolisées. Et ensuite, se protéger avec un chapeau quand on sort et dès que l'on peut, pouvoir brûler des points de fraîcheur à retrouver. Alors comment on fait pour également se préserver du soleil rapidement? Alors, se protéger la peau avec des crèmes adaptées en fonction des âges, mettre des lunettes, un chapeau, se mettre à l'ombre au maximum.
le plus souvent possible et avoir effectivement des points de fraîcheur. Et si on est sur la plage, se bronzer c'est bien, mais on peut bronzer à l'ombre. Alors les informations sur le site prévention-soleil.fr pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Dernier conseil également pour éviter les noyades, Abdon. Pour éviter les noyades, la première chose, c'est d'aller toujours sur un espace qui est protégé et surveillé par des maîtres nageurs. Oui. Deuxièmement, ne pas laisser les enfants tout seuls le long d'une plage, le long donc d'une rivière, sans les avoir à l'œil systématiquement. Et bien sûr, leur mettre aussi des éléments de bouée pour éviter qu'ils puissent au moins flotter et ne pas se noyer rapidement. Et l'autre point également, pour les jeunes adultes sportifs, les jeunes femmes sportives, ne pas croire que parce qu'on est sportif, qu'on tient longtemps dans l'eau. Ne pas nager tout seul. Alors, ne pas oublier également qu'il y a les dangers de l'intérieur à la maison. On est souvent dehors, mais on est aussi à la maison. Il fait chaud, on ouvre les fenêtres. Il faut rester vigilant, Abdon. Eh bien, quand on est à la maison, souvent, près d'une fenêtre, on met un escabeau, on met une chaise, et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il grimpe pour voir de l'autre côté de la fenêtre, et parfois, il bascule. Ce sont des accidents qui sont terribles tous les étés. Aussi, l'autre aspect, c'est la petite bassine d'eau que l'on met, on laisse barboter son enfant pour qu'il prenne un peu plus de fraîcheur. Là, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. L'enfant peut basculer encore une fois et se noyer dans à peine quelques millimètres d'eau. Des informations et des conseils sur le site prévention-maison.fr. Et puis, on n'oublie pas les numéros d'urgence, le 112, donc n'hésitez surtout pas. 112, pour appeler le SAMU, c'est le 15 et les pompiers répondent au 18. Abdon, je pense qu'on a fait le tour, on a tout dit. Oui, on a fait le tour. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Juste un point quand même d'information utile concernant les barbecues. Les enfants n'ont rien à faire autour d'un barbecue. On n'a pas à jouer au ballon autour d'un barbecue et les enfants n'ont pas à mettre des produits alimentaires dans un barbecue. Alors, les informations sur le site de la Croix-Rouge, croix-rouge.fr pour en savoir un petit peu plus. Cette émission est terminée. Nous vous avons donné les clés pour passer un été dans de bonnes conditions. On vous souhaite donc d'excellentes vacances et on se retrouve à la rentrée pour d'autres aventures. À très bientôt. Merci Abdon Goudjo. Merci Aïssa. Merci Christophe Talmier. Merci. À très bientôt. Au revoir. Bonjour, comment